Le secteur café, hôtellerie, restauration français découvre enfin les enjeux de l'expérience client. Mais cette prise de conscience arrive-t-elle trop tard ? Analyse d'un secteur en pleine mutation technologique. Le 19 mars dernier, au salon Food Hotel Tech de la Porte de Versailles, une conférence révélait l'ampleur d'un phénomène encore méconnu, l'irruption de l'expérience client dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Sur 25 conférences organisées, 7 traitaient spécifiquement de cette thématique, témoignant d'une appétence croissante pour ces nouvelles approches. Alain Beauvieux nous explique les tenants et aboutissants de cette incursion d'expérience client dans les professions de l'hôtellerie-restauration. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, hôtellerie et restauration, cap sur l'expérience client avec Alain Beauvieux d'Acantech, éditeur du logiciel CHR 365. Contrairement à d'autres industries, le secteur CHR, café, hôtellerie, restauration, a longtemps privilégié l'informatisation de ses ressources physiques au détriment de ses clients. Les hôtels et restaurants ont commencé par informatiser la gestion de leurs chambres, de leurs salles, de leurs tables, explique Alain Beauvieux, fondateur d'Acantech et éditeur du logiciel CHR 365. Une logique de planification parfaitement compréhensible. Quand on a 20 chambres à louer, il vaut mieux savoir si elles sont occupées, nous dit-il. Je vous laisse en compagnie d'Alain Beauvieux pour cette interview réalisée il y a quelques semaines par Visionary Marketing. Eh bien, je suis en direct avec Alain Beauvieux. Bonjour Alain. Alain, on ne te présente plus, sauf que quand même, on va te présenter parce que tu as changé de crèmerie et maintenant tu as fondé une nouvelle société qui s'appelle Acantech, qui édite un logiciel pour les cafés, hôtels, restaurants qui s'appelle CHR 365. Et tu vas nous parler d'une conférence qui a eu lieu ici à Porte de Versailles le 19 mars. Alors malheureusement, même si c'était à côté de chez moi, j'ai pas pu y aller parce que j'étais malheureusement occupé ce jour-là. Et donc on fait la séance de rattrapage avec toi aujourd'hui sur l'expérience client dans le café, hôtel, restaurant, dans ce qu'on appelle hospitality en bon français. Pourquoi ce sujet de l'expérience client atteint-il les domaines du tourisme et de l'hébergement aujourd'hui? C'est pas un peu tard, 2025? Écoute, je sais pas si c'est un peu tard, mais j'ai envie de te dire mieux vaut tard que jamais. En tout cas, merci de prêter attention à ce qu'on a pu dire et ce qui a pu se dire lors de cette conférence qui s'appelle Food Hotel Tech. Bon, le nom est un peu bizarre, mais qui réunissait des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, comme tu disais tout à l'heure, CHR, et puis des gens qui fabriquent de la technologie pour ces professionnels. Bon. Alors, pourquoi je le signale? Parce que finalement, le salon existait, cette conférence existait depuis plusieurs années, mais cette année, on a bien vu que c'était son envol, hein, tout le monde se le disait. Ça témoigne d'une appétence du secteur pour des nouvelles technologies. Ce qui amène à la réponse à la question que tu posais, est-ce que c'est vraiment nouveau? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 25 conférences organisées pendant les 2 jours et que sur les 25, il y en a 7 qui traitaient de l'expérience client. Bon. Ah oui, alors, comme j'ai dit en introduction de la nôtre, au moins il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on s'est pas trompé de thématique. Bon. Alors, la nôtre avait une particularité, et je vais donner un petit peu plus d'informations sur qui intervenait, c'est qu'on avait justement cherché à faire intervenir des gens qui n'étaient pas du milieu de l'hôtellerie, de la restauration, pour apporter un point de vue, si ce n'est nouveau, un éclairage différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ces milieux. Alors j'étais avec François Laurent, qui a été pendant 12 ans président de l'ADTEM, qui est la première association des directeurs marketing, et avec Kevin Giraudot, qui dirige l'école française d'hôtellerie
de tourisme qui est à Paris dans le 14e. Bon, alors chacun apportant un petit peu son point de vue, tant sur le volet humain, formation, que sur la connaissance du marché plus global et pas simplement de l'hôtellerie et la restauration. Moi-même ayant pris la casquette du technologue. Bon, alors. Intéressant, pourquoi ? Parce que, et c'est la réponse à la question que tu me posais, parce que finalement on se rend compte que le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, enfin du tourisme, a surtout commencé à s'informatiser, il y a déjà quelques temps, pour pas dire décennies, mais dans la gestion de ses ressources, c'est-à-dire de ses chambres, de ses salles, voire de ses tables, donc une logique de planification de ses ressources, ce qui est parfaitement compréhensible. Quand on a 20 chambres à louer, vaut mieux savoir si elles ont été louées ou pas et ne pas continuer à les louer quand c'est plus possible. Alors, d'autant plus que le développement de tout ce qu'on a appelé les agences de voyage en ligne, comme Booking et autres, ont automatiser tous ces processus. Donc, ils ont commencé par là. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, mais l'autre actif d'un hôtel et d'un restaurant, c'est-à-dire les clients, qui font les chiffres d'affaires à la fin du mois, bon, même à la fin de la journée, ben finalement, s'en est assez peu intéressé. Il y a beaucoup d'hôtels et restaurants qui ont toujours pas de fichier client, où il y en a un qui, je dirais, est le minimum légal pour être conforme aux normes, mais certainement pas avec une vision marketing. Bon. Donc, parler de l'expérience client aujourd'hui, c'est-à-dire parler de ce qu'on peut faire des clients, c'est déjà en soi quelque chose d'assez novateur dans ce secteur. Ouais. C'est quand même étonnant, quoi, de la part d'un secteur qui est censé être orienté sur l'accueil. C'est pareil quand même l'asset le plus important. Ta remarque, c'est tout à fait judicieux. Alors, bon, après, faut distinguer ce que j'appellerais l'hôtellerie de luxe, c'est-à-dire des 4, 5 étoiles, où là, évidemment, il y a depuis longtemps, dépendamment même des outils informatiques, des méthodes, des processus pour accueillir correctement des gens qui vont payer plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros une chambre. Bon. Très souvent, d'ailleurs, ça vient des États-Unis avec comme Marriott ou les gens comme ça, quoi. Oui, mais alors là-dessus, je pense qu'il faut pas avoir de complexe. C'est d'ailleurs le sens des interventions de Kevin Giraudeau, qui disait qu'on a un vrai savoir-faire en France en matière d'accueil. Les écoles hôtelières savent former des gens pour avoir des serveurs, des réceptionnistes parfaitement au niveau. Souvent, le problème qu'on a en France, c'est pas tellement la formation, c'est la volonté de vouloir la mettre en œuvre. Et là, c'est pas gagné d'avance. Surtout quand on va être dans des établissements qui sont pas nécessairement des 5 étoiles, quoi. Bon. Ouais. Donc c'est ça, en fait, il y a d'un côté l'expérience dans des établissements plutôt luxueux, et puis de l'autre côté la commodité, et là c'est un peu l'usine, quoi. C'était d'ailleurs quelque part la thématique de la conférence, la vraie thématique de la conférence. C'est pour ça qu'on a parlé d'expérience client, parce que quand on se pose la question de valoriser son fichier client, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à un moment donné, on va se poser la question de comment je peux fidéliser ce client, comment je peux faire en sorte qu'il revienne, comment je peux faire en sorte qu'il se trouve bien et qu'il le dise d'ailleurs à ses amis, à sa famille, en disant « j'ai été dans ce restaurant, c'était extraordinaire, vous devriez y aller », voir comment il peut inviter sous forme de bons cadeaux ou autres ses amis, ses relations. Bon. Et là, très vite, on se dit « mais la seule chose qui va compter, c'est l'expérience qu'il aura vécue. » Ouais. Parce que le fait de réserver une chambre, j'ai envie de dire, le premier venu, c'est faire ça avec un moteur comme Booking ou ceux d'Expedia ou toutes les agences en ligne. Ça, c'est pas un sujet. Bon, c'est plus la peine de passer des heures à feuilleter des guides et appeler des hôteliers au téléphone. Bon. Par contre, ce qui est pas gagné d'avance, c'est ce qu'on va y vivre. Et tout à l'heure, tu employais le mot commodité. C'est clair que moi, quand je suis en déplacement professionnel, j'arrive dans un hôtel à 21h. Bon, ce que je veux, c'est une chambre propre, calme, avoir une salle de bain qui fonctionne parfaitement pour passer une nuit reposante et repartir le lendemain matin pour continuer ce que j'ai à faire. C'est tout. Ma seule vraie expérience sera celle-là. En revanche, quand je vais passer un week-end avec ma femme ou avec des enfants ou avec des amis, j'ai envie de passer un bon moment. C'est-à-dire quelque chose dont je me souviendrai avec des bons souvenirs, quoi. Bon. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Bon. Et cette expérience-là, ben, elle se construit.
Bon. Alors, c'est là-dessus qu'on n'est pas toujours constant en France. Alors, justement, revenons au sujet de la tech, parce que en quoi, finalement, et pour lequel de ces deux extrêmes, la commodité et le 5 étoiles, il y a peut-être quelque chose entre les deux, je sais pas, en quoi ce logiciel, cet outil d'expérience client peut-il aider à améliorer l'expérience dans ce secteur? Alors moi, je suis intervenu justement sous deux angles. Bon, le premier, c'est rendre les gens autonomes. Ça, je crois que c'est un phénomène sociétal qui est profond. Je donne un exemple. Je ne connais plus personne qui achète ses billets de train au guichet SNCF à la gare. Ouais. Je connais personne. Bon, c'est pas une expérience d'ailleurs au passage. Mais... Oui, voilà. Souvent, c'est rarement de bons souvenirs. Donc, je voudrais pas m'y dire, mais bon, tout le monde le sait. En revanche, l'application SNCF Connect, qui n'est pas d'une ergonomie extraordinaire par ailleurs, mais enfin bon, ça me permet de réserver mes billets de train, ça me permet de faire mes comparaisons. Je suis autonome. Soit dit en passant. J'ai bien compris que c'était le même prix, le train était au même prix que quand j'allais faire le bout au guichet. Donc en gros, je fais gratuitement le travail de l'employé SNCF, mais je m'en plains pas parce que quelque part cette autonomie me va bien. Et puis ça me permet de faire les choses un peu différemment. Bon, ça c'est un mouvement qui est profond et que quelque part on se dit aussi quand on est dans un séjour, on n'a pas nécessairement envie d'appeler la réception toutes les 2 secondes pour savoir s'il y a une table au restaurant, s'il y a un spa libre, ainsi de suite. Donc là, la technologie, elle peut aider pour permettre à la personne d'être autonome dans son séjour et le temps du directory, là, vous savez, les classeurs là qu'on posait sur les tables de nuit avec 25 pages sur tout ce qu'on peut faire à l'hôtel, mais c'est terminé, quoi. Bon, donc il y a des outils modernes qui font ça. Ça, c'est le premier axe. Et puis un deuxième axe qui est celui de la personnalisation. Je crois que un truc, enfin quelque chose qu'ont compris très vite, indépendamment des outils informatiques, les palaces et les 5 étoiles, pour en avoir discuté avec nombreux, c'est que quand on arrive et qu'on est client de ces établissements, on est rarement un illustre inconnu. Et même quand c'est la première fois, on va avoir une attention particulière en lui disant c'est la première fois que vous venez chez nous, d'après ce que nous comprenons, on vous remercie, nanana, nanana, nanana. Et si c'est pas la première fois, on va poser des questions. Comment allez-vous depuis l'année dernière? Vous étiez passé à l'hôtel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir pour vous remercier de votre fidélité? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Là, c'est assez évident que l'outil informatique peut aider. Pourquoi? Parce que toutes ces informations sur qui est la personne qui vient d'arriver face à moi, il peut très facilement les retrouver, les mettre en forme et en un clin d'œil, donner au réceptionniste les éléments clés qui lui permettront de faire un accueil personnel et agréable. C'est le départ. Mais la personnalisation, ça peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Bon, j'ai des souvenirs un peu mitigés dans une chaîne... une grande maison française, on va dire, qui possède beaucoup d'hôtels d'assez haut de gamme, on va dire, sans être Waldorf Astoria. Et j'ai pas souvenir d'avoir été accueilli la 2e et la 3e fois de la même manière que la première fois. Ou plutôt, j'ai été accueilli de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais le parfait inconnu. J'ai pas la sensation qu'ils aient acheté ton logiciel. Alors, est-ce que tu as des best practices à partager avec nous? En fait, ce que tu viens de dire, ça pose aussi un autre problème qui est celui de l'humain, tout simplement. Tu sais, comme moi, tu peux avoir tous les logiciels de la Terre. Si la personne qui les utilise, elle n'a pas l'intention de s'en faire quoi que ce soit, tu perds ton temps. Et ça amène à une autre remarque que faisait Kevin Giraudeau, qui était de dire, la difficulté, encore une fois, c'est qu'on sait former des gens. Par contre, ces gens, ils n'ont pas nécessairement envie de suivre ce qu'on va leur dire de faire. Et ça pose un autre problème, et que le logiciel peut aider à résoudre, mais si on a pris la peine de définir des processus. Alors, je déteste le mot processus quand il s'agit d'empathie, de bienveillance, d'accueil agréable, enfin bref, d'un vocabulaire qui a plus à voir avec le monde des sentiments que celui de l'usine. Bon, maintenant, il faut quand même reconnaître que les hôtels qui marchent bien, les restaurants qui marchent bien, c'est ceux qui ont fait un minimum de règles sur
comment on accueille, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Alors, encore une fois, si on fait un processus avec quelqu'un qui, de toute façon, a décidé d'être désagréable, ça va faire une machine qui récite des formulaires. Bon, ça risque pas trop de marcher. Mais, par contre, si on a, et je suis un éternel optimiste, je pense que la majeure partie des gens ont cet état d'esprit, des gens qui ont envie de bien faire, pas toujours, qui savent pas nécessairement toujours le faire. Si on leur donne ces guides, on risque d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Exemple, tu parlais de best practice, quand quelqu'un arrive, à part celui qui arrive à l'improviste, où là, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais la majeure partie des gens, l'immense majorité aura réservé. C'est pas très compliqué le matin. Au moment où on établit la liste des check-in, des gens qui vont être en arrivée, de regarder qui ils sont, et ça le logiciel fait, et puis d'avoir dans une fiche, les 15 informations à connaître sur les 15 arrivées. C'est pas compliqué du tout, ça. Et par contre, il faut que le process prévoit que chaque réceptionniste, le matin en arrivant, il regarde dans le logiciel quelles sont les arrivées, il regarde s'il y a des bons à savoir sur ses clients. Ce que j'appelle le bon savoir, par exemple, c'est quelqu'un qui aime bien avoir une corbeille de fruits dans sa chambre. Bon, c'est pas le prix d'une pomme, d'une banane et d'un kiwi qui va changer la profitabilité de l'hôtel. Bon. Par contre, c'est une attention auquel il va être très attaché et il dira, ils sont sympas ici, ils se souviennent que j'aime bien les fruits, on arrive le matin. Ça me rappelle un souvenir de mon année passée au Liban où dès qu'on rentrait, on avait la corbeille de fruits qui était là systématiquement. C'est pas pour rien que parce que j'ai fait ce genre de voyage en Méditerranée et effectivement, de la même manière que quand on met les pieds dans n'importe quel établissement en Grèce, on commence toujours à vous offrir un verre d'eau, sans même de savoir ce que vous allez consommer. Toujours. Et si on pouvait faire un zoom sur quelques best practices chez tes clients, et si possible, si tu peux nous donner des chiffres pour nous montrer l'impact, ça serait vraiment génial. Alors, il y a des chiffres déjà un peu généraux, mais qui sont très, très, très importants, notamment l'étude qu'avait fait McKinsey, dont je parlais tout à l'heure, et qui disait que finalement, dans 71% des cas, 71% des clients s'attendent à une expérience personnalisée, et les 3/4 sont frustrés quand ils l'ont pas. C'est-à-dire que non seulement on s'y attend, mais quand on l'a pas, on est mécontent. C'est pas du tout un épiphénomène de quelques techies très en avance sur leur temps. C'est une tendance plus que générale. Et sur l'autonomie, on avait fait une étude parmi un groupe d'une bonne centaine de jeunes qui bac +5, plutôt orientés marketing, donc des gens qui sont de cette nouvelle génération qui va commencer à rentrer dans la vie active. Et à la question de l'autonomie, qui se posait tout simplement en disant vous avez le choix entre un outil sur votre smartphone qui vous permet de faire à peu près ce que vous voulez sur l'hôtel, ou vous préférez appeler les réceptionnistes, à plus de 90%, les gens disent non, on préfère être autonome. Bon. Pourquoi? Parce que si la réception elle est occupée, il va falloir attendre, téléphoner, pas oublier, et puis c'est casse-pied, et puis moi je préfère prendre mon temps et faire les choses comme j'en ai envie, au moment où j'en ai envie. Donc ce sont vraiment des tendances marquantes. Alors qu'on retrouve évidemment dans des établissements, qu'on retrouve chez nos clients qui commencent à adopter ces approches, en particulier, je pense, alors je veux pas donner de nom parce qu'on n'est pas là pour donner des médailles et puis des croix d'honneur, mais je pense par exemple à un établissement en Normandie qui a vraiment développé toute la partie personnalisation des offres autour de certaines thématiques dans son restaurant, qui est un restaurant de haut niveau gastronomique, où il fait des campagnes régulières en mettant en avant tel et tel produit et en cherchant à impliquer des gens dont il sait très bien qu'ils vont être intéressés. Bon, on voit d'ailleurs ces démarches se développer chez plein de nos clients où on tient compte des moments et on essaye de s'adresser aux personnes en fonction de ces moments-là et en ciblant évidemment les différentes personnes. Bon, la Saint-Valentin, ça s'adresse à une certaine catégorie de clientèle. Bon, l'autre
autre élément aussi qui tente à se développer, c'est que on voit maintenant de manière quasi systématique l'adoption par nos clients des outils de type de ceux que je décrivais, c'est-à-dire où pour préparer mon arrivée, je reçois une petite application, on va me donner des informations et pas les questionnaires comme j'ai eu là il y a un mois où je vais pas citer la chaîne, mais une grande chaîne d'origine américaine m'envoyait un questionnaire soi-disant pour m'aider à préparer mon arrivée. Franchement, j'avais l'impression que c'était un interrogatoire de police. Et au bout de la 5e question, je me suis posé la seule bonne vraie question qu'il fallait poser. Mais pourquoi je m'embête à remplir tout ce truc-là? Sachant que moi, j'ai loué une chambre, j'ai payé, et donc ils m'ont cassé les pieds, et j'ai fait discard, point à la ligne. Mais ça ne me servait à rien. Et c'est aussi ça que je veux dire. C'est que nous, on essaye de mettre en avant des outils qui vont être utiles. Mais c'est vraiment un cas d'école, parce que dans le cas précis, j'allais à un événement familial, enfin, d'amis pas très agréable. Les Parisiens connaissent, arrivé à la gare de Massy TGV. J'avais pris un hôtel que je pensais pas trop loin. Évidemment, je suis arrivé assez tard. Il était 21h et des poussières. Il pleuvait des cordes. Quand j'ai découvert que finalement l'hôtel, contrairement à ce qu'il racontait, il était pas du tout à côté de la gare. Il fallait marcher 30 minutes à pied dans un endroit où on n'a pas trop envie de se balader à 21h le soir. Bon. Surtout sur la pluie, que évidemment la file de taxi a une particularité, c'est qu'ils sont tous rouges et quand on leur demande pourquoi, ils vous disent nous on va qu'à l'aéroport d'Orly, donc sous-entendu t'as qu'à y aller à pied, on n'est pas là pour le service. Bon. Donc on appelle un Uber qui lui moins bête est très content de vous amener pour gagner une dizaine d'euros. Bon, comme quoi il y a encore des gens qui sont finalement assez motivés par la notion de travail. Bon, mais tout ça, si vous voulez, en termes d'expérience. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que la fille à la réception était adorable. Donc j'avais envie de me fâcher en arrivant, en disant plutôt que de m'envoyer vos questionnaires de police, vous avez fait de me dire le seul truc qui était important, c'est attention, c'est pas si simple de venir à l'hôtel le soir. Bon. Mais ça, on l'avait pas dit. Bon, on peut vous envoyer un taxi, même, ça sera encore mieux. Et même à la limite, je fais pas l'aumône, si vous voulez, mais qu'on me dise, on vous recommande de prendre un moyen de transport type taxi, Uber, parce que c'est 30 minutes à pied et c'est pas agréable, en espèce de zone d'activité, on se demande bien qui on va croiser. Je me promène pas la nuit là-dedans, quoi. Bon, donc encore une fois, c'était de l'utilitaire. J'avais une bonne raison pour être tôt le matin dans le coin, donc voilà. Bon. T'es pas censé venir en train non plus, quoi. Ça pollue pas assez. Oui, c'est sûr. Quand on est à côté de Massy TGV à proximité, on se doute bien que les gens ne viennent jamais en train. On s'en doute bien. C'est finalement, les hôteliers face à la gare de Lyon, ils aiment pas la SNCF, c'est bien connu. Est-ce que c'est pas un peu la limite de l'exercice justement de ces outils de mesure de l'expérience client? C'est il faut en faire, il faut que ça soit précis, il faut que ça soit personnalisé, mais pas trop parce que les gens veulent être autonomes. Non, je t'interromps pas. Je suis pas d'accord du tout avec toi. Les gens qui derrière cette chaîne, qui est une grande chaîne américaine, ils ont pas compris. Je suis désolé. Ils se sont pas mis à la place du client, c'est-à-dire qu'ils ont pas cherché à me rendre service moi, ils ont cherché à te rendre service eux. Les informations qu'ils collectaient, qui par ailleurs étaient totalement inappropriées vu le titre de réservation que j'avais faite, étaient là pour les aider à remplir leurs propres fichiers. Mais je suis navré. Moi, mon métier dans la vie, mon aspiration quand je loue une chambre d'hôtel qui plus est dans des circonstances pas très agréables, c'est pas de remplir les fichiers de je ne sais quelle société. Je m'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Je comprends bien, mais il y a deux attitudes finalement qui sont un peu opposées. D'une part, il y a le vieil hôtel-restaurant à l'ancienne où on n'a pas le fichier client et à la limite vient qui pourra et Inch'Allah. Et puis de l'autre côté, celui qui a l'outil et qui se fait plaisir en remplissant sa base de données pour cocher une case. Et elle est où justement la juste mesure? Ils ont faux tous les deux. Bon. Pourquoi ils ont faux tous les deux? Parce que le premier, il a pas compris que le monde changeait et je crains que malheureusement le monde le lui rappelle. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Bon. Et deuxièmement, l'autre, il a tout faux parce qu'il a pas bien compris ce que c'était que l'expérience client. Parce qu'il a pas compris ce qu'était un client. Il y a pas si longtemps, tu me rappelais
ces citations de Monsieur Boucicaut, qui a créé ce très beau magasin qu'on appelle Au Bon Marché, qui existe toujours depuis plus d'un siècle, même bientôt un siècle et demi, mais qui avait inventé justement, qui expliquait à ses employés, ne perdez jamais de vue un truc tout bête, c'est que le client, c'est celui qui est en face de vous, c'est pas vous. Et là, les messieurs qui m'ont fait ce questionnaire, ils ont perdu de vue ce que disait Monsieur Boucicaut. Ils sont pas mis à ma place, ils sont mis à la leur. Ce qui ne m'intéresse pas, j'avoue. C'est plus de l'expérience client, c'est de l'expérience employé, finalement. Oui. Enfin, j'ai surtout l'impression des gens qui cherchaient à faire une note pour dire les gens sont satisfaits à 4,8 sur 5. Bon, très bien, sympa, mais je m'en fous, quoi. C'est pas mon problème. Bon, alors on va conclure cet entretien. On voit cette catégorie de l'expérience client et du logiciel d'expérience client dans le domaine café, hôtel, restaurant est quelque chose d'assez récent, et d'ailleurs assez mal manipulé. On a vu ces deux extrêmes. Donc il y a un marché énorme. Est-ce que tu peux nous évaluer ce marché? Est-ce que tu as une idée de l'évaluation de ce marché? C'est un peu le paradoxe, parce qu'en France, il y a à peu près 17 000 hôtels, toutes catégories confondues, sachant que la catégorie basse, qui représente la bonne moitié, c'est-à-dire les 0 étoiles, 1 étoile et les petits 2 étoiles, souffre terriblement. Sur la période 2013-2024, il y a eu 25% de pertes. Le grand gagnant dans l'affaire, vous le connaissez tous, il s'appelle Airbnb. Bon, c'est Airbnb qui a siphonné complètement ce marché. Quand tu dis 25% de pertes, c'est-à-dire 25% de faillite. D'établissements qui ont fermé. D'accord. D'établissements qui ont fermé, ce qui est beaucoup. Et le Covid n'a pas dû aider, oui. Comment ? Et le Covid n'a pas dû aider. N'a pas aidé, mais j'ai pris la peine de dire 2013-2024, ça n'avait pas commencé. Et quand on regarde les points médians autour de 2019, donc avant le Covid, le phénomène était déjà bien enclenché. La question, et alors les restaurateurs sont beaucoup plus nombreux. Bon. On peut voir les choses. En fait, le vrai problème, c'est de raisonner uniquement hôtel-restaurant. Sans comprendre que le tourisme en France, sans ses hôtels et sans ses restaurants, tant qu'on y est, on pourrait fermer les musées et puis fermer aussi tous les monuments historiques. Ça va manquer un peu d'intérêt quand même. Parce que je connais rarement des gens qui se disent « Je vais passer une semaine en France, super, on va pouvoir se faire tous les McDo de Paris et toutes les auberges de jeunesse de Paris. » Je connais pas ça. Moi, j'en connais très peu en tout cas. Bon, donc c'est évident que c'est un élément constitutif du patrimoine culturel. La gastronomie française, je vais pas rappeler l'inscription à l'UNESCO. Le tourisme en France, sans ses hôtels, sans ses restaurants et sans tout ce qu'on peut en attendre, c'est-à-dire autre chose qu'une relation aseptisée, c'est ce qui fait le tourisme en France. Si on supprime ça, mais on se coupe une jambe, quoi, au sens propre. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure sur le nom de la boutade, tant qu'on y est, fermons les musées et fermons les monuments historiques. Comme ça, il y a personne. Pour ceux qui vont survivre, alors donc ça représente finalement, c'est une planche de salut, cette expérience client. Je crois qu'on a un vrai point. 70% des hôtels en France sont tenus par des indépendants. Ce sont des patrons d'entreprise et 90% des restaurants, contrairement aux États-Unis où sont les chiffres inverses. Bon, c'est une chance. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, qui sont des gens qui ont été bien formés. Je dis pas qu'il y a quelques vilains canards, mais le gros des restaurants en France, ce sont des gens qui savent faire la cuisine. C'est pas très difficile de trouver un restaurant où on mange de manière agréable. Parfois, on a des déconvenus. Mais enfin, c'est certainement pas la majorité. Et donc, ce sont des gens qui, avec leur créativité, leur savoir-faire, peuvent justement créer des vraies expériences clients pour peu qu'ils se disent, tiens, c'est ça qui va intéresser les gens. C'est ça qui vont faire qu'ils reviennent. Donc, je pense qu'il y a un aspect technique qui est indéniable, mais il y a aussi un aspect de culture d'entreprise, de qu'est-ce qu'on va offrir. Quel type de prestations on va offrir. Bon, tu veux pas me donner le chiffre du marché, donc. Alors, en fait, il y en a plusieurs des chiffres de marché. Il y en a plein qui ont été publiés. J'ai préféré raisonner en nombre d'établissements, parce que sinon, encore une fois, ça veut pas dire grand-chose. Encore une fois, moi, je pense que c'est l'industrie du tourisme en France qui est pas souvent appréciée à sa juste valeur. On a de dire la France première destination touristique mondiale, ce qui est un gros bobard.
Oui. Parce que déjà, on ne sait pas ce que c'est que première. Est-ce que c'est en chiffre d'affaires? Est-ce que c'est en nombre de visiteurs et ainsi de suite? Et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est certainement pas en chiffre d'affaires. Parce que de mémoire, on est les quatrièmes. Et ensuite, quand on dit visiteurs, on compte nos amis hollandais qui traversent le pays pour aller en Espagne et qui, évidemment, s'arrêtent dormir. Et là, dans les deux sens. Et on les compte 2 fois en plus. Et on les compte 2 fois. Et là, ça fait un touriste. Ce qui est un peu excessif quand même. C'est un peu excessif. Ok. Bon, enfin, donc ce que j'en retiens, c'est que il y a un marché à développer et que c'est une industrie qui est importante. Oui. Voilà. Ben écoute, qui crée de l'emploi partout en France. Eh ben écoute, c'est bien parce que ça, vu l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans l'impact sur les emplois. Hein. On a encore une annonce assez désastreuse de Bill Gates il n'y a pas très longtemps. Au moins, on sait que pour accueillir les gens dans un hôtel, tout au moins jusqu'à un temps prévisible, eh bien, ce sera encore des humains qui vont le faire. Oui, et même chose pour faire un bon repas. Et même chose pour faire un bon repas. Et ben voilà. Merci Alain et bonne chance à CHR 365. Merci. En conclusion de cette interview, la tradition et la modernité sont enfin réconciliées. L'expérience client dans l'hôtellerie-restauration ne constitue pas une rupture avec la tradition française de l'accueil, mais son prolongement naturel à l'ère numérique. Les outils technologiques permettent de systématiser et d'amplifier des pratiques que les meilleurs établissements maîtrisent depuis longtemps. Pour les 17 000 hôtels français et leurs 179 000 homologues restaurateurs, l'enjeu dépasse la simple survie économique. Il s'agit de préserver et moderniser un art de vivre qui constitue l'une des richesses les plus authentiques du patrimoine national. Entre les excès de la standardisation et l'immobilisme nostalgique, la voie du succès passe par une personnalisation technologiquement assistée, mais humainement incarnée. L'expérience client n'est finalement que l'expression moderne d'une vérité éternelle de l'hospitalité dans notre pays. Faire de chaque séjour un souvenir mémorable. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.